En premier lieu, c'est une première année post-pandémique. Est-ce que tu as senti quelque chose de nouveau ou un renouveau ou une relance au niveau de l'économie? Bien, en 2023, oui, nettement. Ça s'est traduit par plusieurs nouveaux projets d'investissement de la part de nos entreprises et ça s'est traduit par une augmentation d'utilisation, par exemple, de nos fonds d'investissement dans les entreprises. Alors, on est revenu même dépasser les chiffres qu'on avait avant la pandémie, avant 2019, alors qu'on a plus de 3 millions de dollars de déployés dans les entreprises pour soutenir des projets de croissance et aussi des projets de création d'entreprises. Alors ça, c'est très satisfaisant. On voit que 2023 est une bonne année en général. Bien sûr, là, il y a des indices différents pour 2024 qu'on anticipe. Hein. La situation a changé partout dans le monde, sur la Côte de Beaupré aussi. Mais le bilan de 2023 est très, très positif, honnêtement. Tu parles de 2024 rapidement. Est-ce que tu sens que les entrepreneurs lèvent plus la main pour voir, bien, j'aurais besoin d'aide, comment vous pouvez m'accompagner? Est-ce que ça, tu le sens, comme tu dis, sur le terrain? Oui, en fait, on vient nous voir pour des raisons différentes. Aujourd'hui, je pense que ce qui squeeze, je peux prendre le mot, là, nos entrepreneurs, c'est beaucoup l'augmentation des taux d'intérêt. Le refinancement des dettes est plus difficile qu'avant. Alors ça, c'est une charge pour nos entreprises et il faut avec elles trouver des solutions. Par chance, on est au cœur de tout un réseau d'institutions et d'institutions bancaires également, avec Desjardins, bien sûr, qui est un de nos premiers partenaires, ça va de soi. Et je dirais, à Gagne, on réussit à trouver des solutions qui sont intéressantes pour permettre à nos entreprises de passer au travers ce moment-là qui n'est pas facile, là, bien sûr. On peut dire que ça vient un peu calmer la tempête, mais c'est sûr que vous demeurez aux aguets pour aider les entrepreneurs de ce côté-là. Ouais. Au niveau, sans rentrer dans tous les détails, pour 2023, des chiffres, tu en as parlé déjà, un 3 millions qui était là pour accompagner au niveau financier. Est-ce que tu as d'autres données qui sont pertinentes à adresser aux gens ici? Bien, clairement, je dirais, un des beaux succès qu'il faut retenir, c'est l'augmentation fulgurante de la clientèle de Plus Mobile. Alors, on se rappelle, depuis 2 ans maintenant, le service de Plus Mobile est gratuit. C'était une décision audacieuse qui a été prise par le conseil de la MRC. Donc, encore une fois, je tiens à le souligner et à remercier nos élus là, qui ont pris cette décision-là. Ça a vraiment permis une relance du service de Plus Mobile, puis honnêtement, à très, très peu de coûts pour la MRC. Donc, aujourd'hui, les bus de Plus Mobile sont souvent remplis, en tout confort, bien entendu, pour nos usagers. Mais ça nous a permis d'atteindre près de 114 000 déplacements cette année. Alors, c'est une hausse sans précédent. Avez-vous doublé par rapport à 2022, grosso modo? Quasiment. Et en fait, si on regarde 2019, chiffre pré-pandémique, on est à presque le double aussi. On avait fait 58 000 déplacements. Alors, on voit que l'impact est là. Les citoyens apprécient le service, souhaitent l'utiliser. Et je tiens à souligner, toutes les études le démontrent. C'est-à-dire qu'un citoyen qui utilise le transport collectif, collectivement, il coûte moins cher à la société en taxes, en impôts, en tout ce que vous voulez, qu'un citoyen qui prend son véhicule pour faire un trajet similaire, à cause d'entretien des routes, à cause d'aménagement des stationnements, à cause d'utilisation du territoire pour l'automobile. Alors, en bout de ligne, puis là, je ne parle pas de la santé et de l'environnement, bien sûr, en plus, mais en bout de ligne, ça fait qu'on ait plus de citoyens à bord des bus de Plus Mobile. Ça démontre de plus en plus qu'on est une région, oui, qui a le souci de son développement durable, oui, qui offre un environnement toujours plus attractif pour ses citoyens. Est-ce que cette augmentation amène, par conséquent, sans nécessairement dire des inconvénients, mais peut-être des restructurations au niveau du service et de nouveaux services ou même de nouveaux bus? Bien, oui, puis ça, je dirais, c'est le grand défi qu'on adresse pour 2024. Parce que la croissance doit se poursuivre, c'est certain. On ne peut pas se dire tout à coup, non, on s'assoit là-dessus, puis on laisse les gens s'entasser dans ce qu'on a comme offre. Donc, depuis l'an passé, on a commencé à réfléchir à acquérir de nouvelles technologies, notamment pour simplifier le travail, le rapport avec nos utilisateurs. C'est des services, par exemple, avec une nouvelle intelligence artificielle qu'on est en train de déployer actuellement. On est en pré-test à Bois-Châtel là, pour l'instant dans le service de transport adapté. Mais avant l'été, on va avoir des tests supplémentaires qui vont se faire, notamment à Beaupré, à Sainte-Anne-de-Beaupré aussi. Tout ça va permettre de maximiser à ce moment-là l'usage que vous en faites des autobus? C'est vraiment de l'ajout de services qu'on veut planifier, mais de l'ajout intelligent. Alors, l'idée pour nous, c'est de s'assurer que quand on ajoute du service,
le véhicule ne roule jamais vide, donc on atteint son seuil de rentabilité. On ne veut surtout pas être une charge supplémentaire pour la MRC, pour les municipalités. Donc, on veut que ce soit un gagnant-gagnant. Gagnant pour l'utilisateur, gagnant aussi pour la municipalité qui déploie ces nouveaux services-là. Et ça, c'est grâce justement aux outils d'intelligence artificielle qu'on va pouvoir réussir ça. Alors, c'est de longue haleine, comme je dis, ça fait plusieurs mois qu'on y travaille. Mais je prends le temps de le souligner parce que c'est vraiment une belle perspective de développement qu'on a pour le réseau de Plus Mobile, puis on va le réussir là, au courant de 2024. Pour 2023, donc, tu parles bien sûr de Plus Mobile. Est-ce que tu as d'autres éléments clés que tu retiens par rapport à 2023 pour l'ensemble du développement Côte-de-Beaupré? Oui, bien, honnêtement, dans toutes nos sphères d'intervention, les choses ont bien bougé. Je pense, par exemple, en agro, le camp d'entraînement agricole a accueilli encore plusieurs nouvelles entreprises sur le territoire. Vous savez, c'est un beau projet qu'on fait depuis de nombreuses années avec le soutien financier de la communauté métropolitaine de Québec, de l'entente régionale en agroalimentaire. Et bien sûr, notre principal partenaire là-dedans, c'est l'Université Laval. Alors, on est très fiers de ce projet-là. En termes de culture, les projets sont nombreux aussi, mais on doit souligner la réalisation de Pélorinard, qui était un beau succès. C'était la deuxième année en 2023 qui s'est installée près du centre multifonctionnel à Beaupré. 2024, on est en préparation, bien sûr. Ça sera au Canyon de Sainte-Anne, ça a été annoncé. Et ça va toujours, on dirait, en augmentant. Hein, clairement. L'effervescence est là. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que ça permet, oui, de supporter nos créateurs d'ici, qui peuvent participer à ce concours d'art public-là. Mais aussi, ça permet des maillages parce qu'on invite des artistes de l'extérieur. Alors, c'est vraiment un beau projet qui est bien intégré et qui donne une valeur ajoutée d'un point de vue artistique fantastique pour les sites là, où on s'installe. Et ça, avec de la pérennité. On se rappelle le quai, les beaux éléments qui sont là et qui perdurent. Alors, pareil à Beaupré, puis maintenant au Canyon de Sainte-Anne en 2024, ça va être très bien. D'un point de vue touristique, il y a beaucoup de choses qu'on doit retenir. Bien sûr, on l'a peut-être déjà oublié, mais l'hiver 2023 a été difficile sur la côte de Beaupré. On se rappelle la fermeture temporaire du Mont-Sainte-Anne. Donc, je pense qu'on a démontré notre résilience comme territoire. Les entreprises ont été capables de faire face à cette situation-là. Chez Développement Côte-de-Beaupré, on a été quand même rapide, je pense, pour mettre en place des plans de mitigation aussi. On a eu un fonds d'urgence pour aider les entreprises. Il y en a une dizaine qui s'en sont prévalues. On a mis des bus spéciaux aussi avec Plus Mobile pour amener les gens skier temporairement à Stoneham. Donc, tout ça, ça a bien fonctionné, ça a bien levé. Et dans le reste de la saison de 2023, bien, on a vu que la clientèle était à nouveau au rendez-vous. Nous, on a assuré une rénovation du pavillon d'accueil récréotouristique à Bois-Châtel. On a continué à distribuer nos outils tels que le guide touristique, les cartes touristiques. Donc, on était très proactifs de ce côté-là, en collaboration avec Destination Québec Cité aussi, là, qui est notre association touristique régionale pour la région de Québec. Donc, en travaillant tout le monde ensemble, je pense qu'on a réussi à s'assurer que notre milieu touristique le passait au travers de cette tempête-là. Et au final, l'année n'a pas été moche. Alors, ça, on peut s'en s'est bien passé malgré tout, comme tu dis à ce moment-là. Oui, clairement. Au niveau de l'accompagnement, bien, il y a toute ton équipe. Donc, c'est vraiment un gros travail d'équipe qui a été fait cette année. L'accompagnement avec les conseillers aux entreprises qui sont là pour aider les entreprises. Au niveau des partenaires, sans tous les nommer, tu as parlé de Desjardins tout à l'heure, est-ce que tu as des gens à qui là, tu dis, bien, une chance qu'on est avec eux aussi pour nous donner un bon coup de pouce? Bien, je dirais d'abord, au niveau des partenaires publics, on doit absolument souligner tout le travail qu'on fait avec le secrétariat de la capitale nationale et le ministre Julien et son équipe. Franchement, c'est un travail quotidien qu'on fait avec ces gens-là pour s'assurer que notre territoire reçoive, oui, sa juste part des deniers publics pour ses investissements. Et on est très fiers de ça. Donc, moi, je remercie les gens au secrétariat, de même que le ministre Julien. Bien sûr, la MRC, ça c'est oui, c'est ce que j'allais dire, la MRC qui est notre donneur d'ordre. Hein? On travaille d'abord pour la MRC de la Côte-de-Beaupré, même que pour la MRC de l'Île-d'Orléans dans le cas de Plus Mobile, il ne faut pas l'oublier. Mais nos élus nous démontrent une telle confiance. C'est fantastique de travailler avec ces gens-là. On est chanceux d'avoir un beau groupe d'élus municipaux comme ça sur la côte. C'est des gens, je pense, qui sont visionnaires, qui ont un beau leadership positif aussi. Et vraiment, c'est très stimulant de travailler pour ces gens-là. Et tu as toute ton équipe qui t'entoure, l'équipe bien sûr sur le terrain administratif, mais tu as aussi un conseil d'administration qui est là pour t'appuyer. J'avais une question par rapport à ça, parce que quand j'ai regardé le rapport annuel, je voyais une vingtaine de personnes qui font partie de ce conseil. Ça ne va pas toujours être évident d'amener cette cohésion-là quand vous faites une rencontre à plus d'une vingtaine quand tout le monde est présent. Oui, bien, étonnamment, oui. Parce que je pense que les gens qui viennent s'impliquer bénévolement sur le conseil d'administration de développement Côte-de-Beaupré, ils le font pour les bonnes raisons. C'est-à-dire, c'est le développement de notre région.
Ce n'est pas l'Assemblée nationale, on n'est pas là pour se tirailler. Là. On est là vraiment pour le bien de notre communauté. Et pas nécessairement pour des besoins personnels. Oui, voilà. Ils ont le but commun en tête. Oui. Alors, c'est un conseil qui fonctionne vraiment bien. C'est un conseil dont on peut être très fier, parce qu'il réunit, oui, des gens d'affaires, oui, les élus, aussi des gens qui émanent de la société civile, milieu de l'éducation, milieu de la santé, représentants des jeunes. Alors, notre conseil d'administration, il vient fédérer, je dirais, tous les acteurs, tous les leaders du milieu de la Côte-de-Beaupré, et c'est une grande force pour notre organisation. Je leur tire mon chapeau et je les remercie beaucoup pour le travail qu'ils font avec nous. 2024, on voit déjà qu'il y a encore plein de projets qui s'annoncent. Au niveau des priorités, j'ai vu, entre autres, la piste cyclable. Je pense qu'il y a un des points importants que vous voulez faire. Peut-être pour rappeler aux gens qu'actuellement, elle s'arrête à la limite entre l'Ange-Gardien et Château-Richer, si j'ai bien compris, et vous souhaitez la prolonger jusqu'ici à Saint-Anne-de-Beaupré? Bien, c'est le souhait émis par le conseil de la MRC qui nous a demandé de travailler sur ce projet-là. Alors ça, c'est un bel exemple là, où le secrétariat de la capitale nationale met à notre disposition des fonds actuellement. Donc, les études de préfaisabilité ont été réalisées. Actuellement, on est en étude de faisabilité. Il y a déjà un tracé préliminaire là, qui a été proposé par les ingénieurs. Alors, 2024 va vraiment nous servir à monter tout le plan d'affaires du projet. Donc, le où, le quand, le comment, oui, l'échéancier, le comment ça peut coûter. Et on va avancer là-dedans. Je dirais, on a une perspective là, multi-année pour réaliser ce projet-là, ce qui est titanesque. Je pense qu'on va se donner avec cette infrastructure-là à terme quelque chose qui va faire notre fierté régionale, comme le quai a pu le faire, comme d'autres équipements comme ça. Alors, ça, c'est très stimulant pour mon équipe là, de travailler là-dessus. Je pense qu'on a tous très hâte de livrer ça à nos citoyens. Est-ce qu'au niveau sur le terrain, je ne parle pas nécessairement des relations avec les différents partenaires, mais sur le terrain, est-ce qu'il y a des difficultés techniques à ce prolongement-là? Est-ce que près de la rue Royale, où on tombe un peu plus serré, ou des éléments comme ça, est-ce que ça, c'est des éléments qui font que ça a peut-être retardé un peu au niveau de la suite? Ah, sérieux, Jean, tu n'as pas idée de la complexité de ce projet-là. Parce que oui, par moment, on est en discussion avec Chemin de fer Charlevoix pour utiliser l'emprise en partie du train. Ça ne vient pas enlever le train, c'est juste qu'on vient grignoter un peu sur son emprise pour pouvoir passer la piste cyclable. Donc, c'est un enjeu de complexité. Il y a des enjeux réglementaires qui sont multiples. Protection du territoire agricole, protection des zones inondables, des zones humides. Alors, il faut faire l'amalgame de tout ça. C'est quand on met tous les ingrédients dans la machine, puis on les brasse comme il faut, qu'à un moment donné, on voit la solution qui émerge, là, et on essaie de faire émerger cette solution-là, bien sûr, au meilleur coût possible. Puis on voit que ce n'est pas un travail que tu fais sur le coin de la table, puis qu'une semaine après, tu es terminé. C'est un travail de longue haleine que vous commencez depuis un certain temps. Oh, oui, clairement. Puis on en a pour plusieurs mois à travailler ça, pour être certain de trouver la bonne façon de développer le projet pour que ce soit intelligent, pour que ce soit efficace, puis surtout agréable. Ce qu'on veut avec ça, c'est vraiment un projet signature pour notre territoire. On veut que les gens se retrouvent, on veut que c'est pas une piste cyclable pour une piste cyclable. On veut que ça parle, on veut que ça dise ce qu'on est comme territoire. On veut parler comme ça de nos familles souches, on veut parler de notre patrimoine identitaire. Alors, pour nous, ça, c'est super important de prévoir un aménagement qui va être à valeur ajoutée là, pour les utilisateurs et pour nos citoyens. Deux gros dossiers aussi qui touchent le secteur, inévitablement le Mont-Sainte-Anne. Ça amène, ça part. C'est un dossier controversé parce qu'autant il y a des gens qui appuient, d'autres qui, bon, bien sûr, n'appuient pas tout ce qui se passe. Ça doit amener quand même une pression, puis d'avoir à patauger là-dedans, ça ne va pas toujours être évident de jour en jour. Oui, je pense que c'est une perception que la divergence dans ce projet-là. Okay. Sur le fond, on veut tous qu'il y ait des investissements qui arrivent le plus tôt possible dans notre destination, donc au Mont-Sainte-Anne. Il y a peut-être des divergences au niveau de comment ça peut se faire. Mais là, nous, notre a priori, en fait, c'est tant que les joueurs n'ont pas changé, il faut travailler avec les joueurs qui sont là. Je comprends. Alors, c'est ce qu'on fait. Et honnêtement, ça va bien. Moi, je suis très, très positif. On voit que c'est un dossier qui continue à occuper beaucoup d'espace médiatique aussi. Je pense que nos élus sont très préoccupés, continuent de suivre le dossier aussi de très près. Et ça, autant les élus municipaux là, que les élus provinciaux du caucus de toute la région de Québec. Là, on voyait M. Julien, vous voyez quand même d'un bon œil, sans dire qu'il disait, bon, bien, c'est sûr que ça va se passer, mais
éventuellement, il y aurait peut-être quelque chose qui se passerait pour la prochaine saison hivernale où on s'entend. On Écoute, se croise les doigts encore? C'est ça. On est des gens de foi, je pense. Oui, ici, tout à fait. Saint-Anne, alors, il faut garder, je pense, un œil positif sur le dossier. Pour nous, ce qui est important, là, c'est que Mont-Sainte-Anne redevienne une marque attractive, qu'on arrête le bashing, qu'on arrête de faire circuler des idées négatives autour de cette destination-là. Vous savez, c'est plus de 500 emplois qui dépendent du Mont-Sainte-Anne. Alors, c'est important, c'est un joyau, il faut s'en préoccuper, puis il faut s'en préoccuper jusque dans la communication qu'on en fait quand on vit des débats comme ça. Alors, nous, ce qu'on espère, c'est que l'ensemble du trend de communication autour du dossier devienne positif et que, comme communauté, on soit capable d'accueillir ces prochains investissements-là avec le sourire. L'éolien, donc ça, c'est le projet éolien, c'est un projet aussi très important. On devrait avoir des conclusions en juin. Est-ce que tu es optimiste par rapport à tout ça versus tout ce qui a été dit, entre autres, au niveau du BAP, au niveau des audiences publiques? On sent quand même que les gens, il y a un intérêt, puis même ceux qui étaient comme un peu, avaient des réticences, ils ont quand même l'esprit du développement durable, que c'est important de penser à cette partie-là ici, dans le territoire. Oui, clairement. Moi, je pense que le BAP et ses professionnels ont fait un travail fantastique tout l'hiver. J'ai très confiance que le rapport qui sera déposé en juin va être favorable au projet. Je pense que les préoccupations légitimes qui ont été exprimées par la population là, de proximité du projet ont été entendues, autant par le BAP que par les promoteurs également. Bien sûr, c'est des fois difficile de satisfaire à tous les vœux, mais honnêtement, je pense que le travail est fait très sérieusement pour faire en sorte de minimiser les impacts et de maximiser les retombées pour notre territoire. Et ça, là-dessus, je pense qu'on va être très fiers comme communauté d'accueillir ce prochain projet éolien-là. La Côte de Beaupré va faire tout à fait sa part pour faciliter la transition énergétique du Québec. Et cette transition-là est absolument nécessaire si on veut avoir encore une économie forte des emplois dans les prochaines décennies. Alors, on met l'épaule à la roue comme territoire, on fait notre part et ça, franchement, on va gagner là-dedans. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un exemple de ce qui se passe présentement, que le premier projet qui se passe bien. Donc, c'est sûr que les gens doivent voir que ça ne devrait pas être si mal que ça pour le projet numéro 2 ici dans le secteur-là. C'est vraiment un beau... C'est bien que tu ramènes le premier projet. Parce que c'est un projet aussi qui a vécu son lot de défis. Mais encore une fois, les promoteurs ont démontré leur bonne foi. On se rappelle qu'il y a eu des enjeux sur les routes d'accès notamment. Et les promoteurs ont, comme ça, mis en place une nouvelle route d'accès. C'est des gros investissements qui sont faits pour s'assurer de diminuer le dérangement puis faire en sorte que les citoyens puissent bien vivre, bien cohabiter avec le projet. Alors, moi, je pense que faut faire confiance. Le passé est garant de l'avenir et on va être capable, comme communauté, oui, de regarder ce projet-là avec un grand sourire. Bien, Bernard, il y aura encore d'autres projets à parler, bien sûr, parce que c'est quand même quelque chose de gros. On parlait peut-être d'une dizaine de propriétés la dernière fois. On se prendra un autre moment pour prendre un temps pour bien expliquer ce qui s'en vient, mais je pense que c'est quand même encore une grosse année pour 2024. Un grand merci à toi d'être déplacé pour nous parler de ce bilan 2023 et ce qui s'en vient au niveau majeur ici pour Développement Côte de Beaupré. Merci, Jean.